Comme nous nous sommes promis de respecter parfaitement l'heure, je dis bonjour à tout le monde avec le plus grand plaisir pour cette cinquième conférence des entretiens François Hacher. Certes, nous regrettons toujours de ne pas pouvoir faire ou de ne pas encore pouvoir faire une grande séance, une grande journée avec des tables rondes, des débats, etc. Mais tout n'est pas perdu, on le fera peut-être. En tout cas, déjà, nous vous remercions tous d'avoir suivi dans des conditions qui sont techniquement un peu difficiles parfois, ces 5 conférences dont le cycle s'achève aujourd'hui. Pour ceux qui nous suivraient pour la première fois, je rappelle que, après une très courte présentation de ma part, nous aurons la conférence de Dana, puis, une petite discussion dans des conditions qui sont encore une fois un petit peu difficiles puisque nous vous invitons à poser vos questions par écrit, dans la rubrique «Converser» et Dana, essaiera d'y répondre, y répondra. Je vais donc maintenant, avant de lui céder la parole, la présenter. Heu, nous avons essayé dans ces 5 conférences, d'avoir d'une part, des intervenants qui travaillent sur des sujets différents et qui donc, peuvent se référer à François Hacher de façon différente, à partir de pratiques assez différentes et notamment, il y avait des différences thématiques et puis aussi le type de relation, que, les chercheurs qui ont parlé avaient pu avoir avec, François. Et il y a des gens qui ont été ses collègues très longtemps, comme moi, qui ont, avec lui, vécu toute une série d'aventures, le militantisme politique et cetera. Et puis, il y a d'autres conférenciers qui sont plutôt des gens qui ont été marqués par le dialogue, à un moment donné, avec François Hacher. Et je dirais que Dana, rentre plutôt dans cette catégorie, de gens qui n'ont pas forcément eu de très longues collaborations, mais qui ont eu des échanges très riches avec François. Ce d'autant plus qu'elle, travaille, sur un qu'elle travaille sur un thème qui, à un moment a été, un thème tout à fait important, pour, François Hacher, qui est le thème de ce qu'on appelait à l'époque, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, thématique sur laquelle François s'est beaucoup interrogé et thématique qui est celle de Dana, mais qui depuis a évolué avec l'évolution même de ces technologies et encore plus de leurs utilisations. Et donc, Dana est une sociologue assez atypique à un certain nombre d'égards. D'abord parce qu'elle vient des sciences dures dans sa formation et qu'il y a peu de sociologues qui aient fait de la physique avant de faire de la sociologie. Euh, En plus, parce qu'elle a vécu une aventure personnelle de migration qui n'est pas celle qu'ont vécu tous les sociologues exerçant en France. Et puis, parce que, ayant commencé à travailler beaucoup sur les questions migratoires, elle a finalement adopté le point de vue de les voir à travers le numérique, ce qui n'est pas non plus forcément la thématique la plus facilement adoptée par les sociologues des migrations. Et que donc, elle a, de ce point de vue, choisi une voie originale, voie d'autant plus originale que, par rapport à ce que font, ce que nous faisons beaucoup, puisque moi j'ai été sociologue, ce que nous faisons beaucoup, heu, elle a choisi encore une fois une manière un peu différente de faire, c'est-à-dire qu'elle s'est préoccupée d'inventer des instruments de recherche et dans le fond, on ne le fait pas si souvent, d'inventer des instruments de recherche, d'inventer des instruments de travail pour faire du terrain. Ce qui l'a amené, ou c'était lié d'une manière ou d'une autre, à faire quelque chose qui aurait beaucoup intéressé François, qui intéressait beaucoup François, c'est d'être à la fois dans l'action et dans la recherche. Et quand par exemple, elle invente, ce fameux, dispositif Joca Jobs, elle fait quelque chose qui est à la fois certes un travail de chercheuse, mais qui est d'abord un travail pour l'action. Il s'agit d'aider, de trouver un serious game qui va aider des jeunes à rentrer sur le marché du travail. Et donc, on est là sur quelque chose qui est plus de l'ordre de l'application, mais Dana a toujours joué entre ces deux choses,
à la fois fabriquer de la connaissance à travers la recherche et en même temps être proche de l'action d'une manière ou d'une autre. Alors, si on suit, tous ces travaux, on voit que, tout cela l'a marqué, très profondément. L'invention des outils, le travail sur les migrations, mais à partir, de la question du numérique, la réflexion sur des outils qu'on peut créer et puis aussi, et peut-être elle me contredira, mais pas, je pense pas, et peut-être aussi au cours de ces dernières années, heu, un une collaboration assez forte avec ce qui se passe du côté des États-Unis, heu, qui était peut-être pas au départ, dans son activité, mais aujourd'hui, elle est quand même très, liée à toute une série de courants de recherche, qui sont, en Amérique du Nord, aux États-Unis. Alors je vais lui passer la parole maintenant, en disant juste que, son milieu de recherche est un milieu intéressant aussi. C'est, le milieu des gens qui travaillent dans les écoles de télécommunications, les enseignants-chercheurs des écoles de télécommunications et là, il y a un milieu, scientifique, effervescent, qui produit beaucoup de choses intéressantes et sans vouloir le commenter plus longtemps parce que c'est à elle qu'il faut donner la parole, je dirais volontiers, c'est un peu une pétition de principe, je vous demande de me croire sur parole, que François Hacher aurait beaucoup aimé ce qui se fait dans ce milieu-là. Il en a connu qu'une petite partie, puisque beaucoup se sont faites après son décès, mais je pense qu'il aurait beaucoup aimé ce qui se faisait dans ce milieu-là. Voilà, Dana, je te cède la parole et nous la reprendrons tout à l'heure. Oui, oui. Merci Alain, merci pour l'invitation. Euh, bon, c'est sûr que je vais vous laisser une trace franco-roumaine dans vos oreilles inoubliable. Maintenant, ce que je vais dire, ça on va voir. Il ne faut pas imaginer que mon intervention d'aujourd'hui va apporter des grandes analyses sur la téléprésence, mais plutôt une série de petites fiches ethnologiques, mais qui sont susceptibles de nous apprendre quelques pathologies de l'homme hyperconnecté. Mais tu avais raison d'évoquer cette rencontre avec François Hacher. J'ai pensé aussi le faire parce que c'est pas n'importe quelle rencontre en fait. Il est, disons, arrivé dans ma vie scientifique vraiment un moment de bifurcation dans mes recherches vers la fin. Et on s'est rencontrés grâce à un appel d'offres. Vers la fin des années 90, j'ai répondu à un appel d'offres destiné à inciter les recherches sur les TIC et leur impact sur le mode de vie, comme tu viens de l'évoquer, Alain. Et j'ai proposé un projet qui voudrait étudier l'usage des téléphones portables par les migrants en situation précaire. J'avais fait déjà des repérages et j'avais vu que le téléphone mobile arrivait dans les mains des migrants et que ça apportait des changements très intéressants. Le programme de l'appel d'offres s'intitulait, à peine je peux prononcer, Action concertée, incitative, visée. Vous voyez toutes ces formules des programmes des ministères de la Recherche. Et j'ai trouvé en venant aujourd'hui à l'école l'ouvrage en fait qui rend les synthèses de nos recherches de l'époque. Et en effet, comme je m'attendais, j'ai vu que c'était François Hacher qui présidait le conseil scientifique à l'époque. Donc, en tout cas, je ne le savais pas quand j'ai posé cet appel d'offres, mais je l'ai découvert dans la salle quand j'ai présenté les premiers résultats de mon enquête de terrain. Et vraiment, son soutien a été précieux puisque j'étais vraiment en train de découdre la figure historique du migrant déraciné, qui a fait une carrière dans la sociologie de migration et qui était toujours d'actualité, et l'a remplacée à l'époque. Et je voulais la remplacer avec une autre que j'avais nommée Migrants connectés, qui est restée depuis toujours comme ça, mais je n'avais pas encore les épreuves pour vraiment
défendre mon idée de rupture carrément dans la sociologie de migration, rupture qui est survenue une fois que le migrant est équipé des technologies, surtout de présence à distance. Et quand j'ai développé la première fois les idées liées aux migrants connectés, on était en plein essor de transnational studies et aussi un peu à la fin des études sur les circulations migratoires que Alain Tarus en premier, après Michel Peraldi et tout le groupe de migrants-terre ont développé durant les années 90. Souvenez-vous, à ce moment-là, la mobilité était vraiment sur tous les lèvres, dans toutes les thèses et vraiment dans tous les colloques. Le migrant ne s'installait plus dans un pays d'accueil comme un sédentaire, mais il s'installait dans la mobilité, même si ça semble un oxymoron, mais c'était comme ça, on parlait comme ça. Il n'était plus le prolétaire fordiste, mais de plus en plus un hypermoderne qui cherchait plus d'autonomie, des formes d'intégration nouvelles, inédites, flexibles. Il surfait sur une vie économique différente, souvent informelle, et je me souviens que j'avais présenté une fois dans le cadre d'une colloque, d'une conférence chez vous à l'Institut de la Ville en Mouvement, le cas d'une circulation migratoire autour du commerce de valises. Donc, il faut dire qu'à la fin des années 90, étant vraiment honnête avec le terrain, je ne mettais pas les idées académiques et formulais et trouvais des faits empiriques après. Au contraire, j'étais honnête avec le terrain, j'observais. Et j'essayais de monter autre chose à partir de cette nouvelle réalité. J'ai vu arriver, donc à la fin des années 90, l'arrivée de l'Internet, du téléphone mobile dans les mains de migrantes, et j'ai pris une toute autre direction épistémologique à mon positionnement depuis, si je peux dire ainsi, si je dois regarder un peu en arrière, elle reste toujours plutôt post-Sayad, bien que je me revendique, bien entendu, de toutes les théories de la mobilité telles que l'Institut de la Ville en Mouvement a promu dans les années 2000, par exemple, lors du colloque que vous avez organisé, Mireille, Le sens du mouvement à Célizy. Et bien entendu, j'étais proche d'Alain Tarus, et je reste toujours. J'ai partagé longtemps aussi un peu les idées de Nina Schiller, avec qui j'ai eu pas mal d'échanges tout au début de sa théorie sur les transnational bonds. Et last but not least, je dois évoquer Christian Likop, qui m'a beaucoup inspiré. Mais au fond, ce qui m'a aidé à expliquer, à formuler le changement intervenu dans le monde des migrations à la fin des années 90, et l'apparition dans l'espace urbain du migrant connecté, c'est plutôt la théorie de Sayad et son fameux article sur la double absence. Je ne reviens plus sur lui, j'ai beaucoup parlé de ça. L'article était le phénomène migratoire, une relation de domination, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais simplement pour passer à l'homme connecté, je vais d'abord commencer avec le migrant connecté. Et je citerai Sayad qui dit que présence et absence, je suis complètement d'accord avec lui, sont comme deux faces de la même pièce, qui sont deux aspects constituants du migrant. Simplement que l'arrivée des devises, des télécommunications, avec cette arrivée de ces technologies, la qualité de la présence a considérablement changé, et j'ajouterai aussi celle de l'absence. Et nous sommes de plus en plus devant une présence connectée qui a certaines propriétés. Lesquelles? Le contact est voulu instantané, un présent potentiellement permanent, un lien facilement actualisable et souvent d'une manière quotidienne. C'est comme pour l'homme connecté, le migrant. Ce migrant connecté est un homme connecté. Donc, à l'époque, j'ai tenté de convaincre mes collègues, et parmi eux François Hacher, à ce première rencontre, que le déraciné, en tant que figure paradigmatique du monde migrant absente, s'éloigne et fait place à une autre figure, à l'époque encore mal définie, mais dont on voyait déjà qu'elle correspond à celle du migrant qui œuvre plutôt dans une logique à plusieurs niveaux. Continuer, être présente en dépit de l'absence.
et n'être que partiellement absent là où il est absent, dit Sayad à propos de l'immigré. Je répète, vous allez voir pourquoi. Continuer d'être présente en dépit de l'absence et n'être que partiellement absent là où il est absent. Cela ne vous rappelle pas quelque chose que nous vivons ensemble au moment même que je vous parle, en tant qu'être connecté par cet exercice de communication à distance. Continuer d'être présent en dépit de l'absence, n'être que partiellement absent là où il est absent. Quelque chose d'ordinaire, n'est-ce pas? Tellement ordinaire que tout le monde expérimente ces jours-ci. Pour communiquer avec nos proches, pour télétravailler, pour liker les réseaux et matcher les profils avec les applications de rencontre, tout ce travail à distance, tout ce devoir de présence est devenu, grâce à cette crise sanitaire, un fait global d'une radicalité jamais rencontrée. C'est pourquoi je souhaitais vous parler aujourd'hui, en fait, de la hyperconnectivité. Et nous sommes là, en ce moment que je vous parle, alone together. Si je devrais retourner ma caméra, regardez déjà le campus de mon école. Il n'y a presque personne. Je suis toute seule avec vous, mais together, ensemble. Comme dans ce morceau standard de jazz, composé par Arthur Schwartz et mis en parole par Howard Dietz, ou comme dans le bouquin avec le même titre de Charlie Tupper. Il n'y a rien de nouveau. Je suis toute seule ici, comme je vous ai dit, avec vous, et je vous imagine, vous, avec le sentiment de posséder tous les paysages possibles derrière vos écrans. Et ensemble ailleurs, et la promesse de l'industrie de télécom. Hikenuk. Ce n'est pas ici, vous voyez, une injonction utopique, mais voyez-vous plutôt une invitation paradoxale. Car si cette proposition qui évoque une attitude philosophique du bonheur qui consiste à vivre en étant ancré dans la réalité présente, accepter de vivre ici et maintenant d'une manière rationnelle, dépourvue d'illusions et de jugements négatifs, et encore plus si cette présence est rendue possible, ou du moins facilitée par une médiation technologique élaborée, comme ce dispositif immersif Zoom par exemple, cette présence alors ne peut être que paradoxale. D'une part, parce que cet être ailleurs évoque un singulier dépaysement. D'autre part, parce que cet être ensemble évoque une singulière sociabilité. Ces paradoxes ne sont pourtant pas de nature d'une contradiction insoluble. Mieux encore, vous allez voir, ils me serviront à l'inverse pour diagnostiquer quelques troubles contemporains qui n'ont cependant pas attendu la crise du confinement et la possibilité technologique de la présence à distance pour servir parmi nous. Je commencerai par un commentaire, une petite phrase qui me semble résonner avec le thème d'aujourd'hui. Je voudrais convoquer un graffiti de mai 68 qui disait « La vie est ailleurs », qui donnait le titre d'un bouquin de Kundera et qui a été longtemps attribué à Rimbaud. Mais Rimbaud, pour sa part, a plutôt écrit « Quelle vie? La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde. » Et André Breton a ensuite repris l'idée en conclusion de son manifeste du surréalisme et dit « C'est vivre et cesser de vivre », écrit-il, sont des solutions imaginaires. L'existence est ailleurs. Ce faisant, il opère un glissement de la vie à l'existence et permet de la double intrusion de la mort et de l'imaginaire dans l'équation. Voici donc tout un programme. Ailleurs, comme emblème d'une vraie vie, c'est-à-dire possible, plutôt virtuelle, mais en tout cas non imaginaire. Ailleurs est une pathologie additive de l'individu hyperconnecté. Et les industries qui la fabriquent, en fait, surfent sur notre angoisse d'être seul ailleurs. Et j'ai choisi, pour illustrer ces dérives, deux exemples vraiment en limite de faire ensemble ailleurs. Et là, je vais partager mon écran.
Est-ce que vous commencez à voir qu'est-ce que je vois? Oui, 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 oui. Très bien. Bah, est-ce que peut-être vous devinez qu'est-ce que c'est? C'est la photographie que j'ai faite d'un téléphone qui avait une image et je ne la montre pas totalement parce que c'est une image assez choquante. Je montre juste combien il faut. Mais vous allez voir. En fait, ce premier exemple, cette première histoire m'a été racontée dans un salon de coiffure. Un jeune garçon apprenti m'a raconté la mort de sa grand-mère dans un village en Ukraine. Il me raconte qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle est morte sans le revoir. Il n'a pas pu se rendre à l'enterrement. La famille restée au village lui a envoyé sur WhatsApp un film avec la mise en bière et il voulait me la montrer. J'étais effrayée, bien entendu, mais j'ai regardé quand même. Dans le cercueil, la grand-mère a mis sur le grand-père, pardon, a mis sur le linceul, sur le coussin brodé où reposait la grand-mère, un téléphone mobile chargé. Je ne sais pas, si je fais comme ça, vous le voyez? J'espère Oui, que en tout cas, on oui. voit ce que tu nous montres. Oui, oui, il est là. J'étais perplexe. Je savais que placer des objets dans le cercueil des disparus est une coutume séculaire, née de la croyance que tout ce qui est enterré avec le défunt peut lui servir dans l'au-delà. Mais enterrer son épouse avec un terminal qui émette de signal, parce que je vous rappelle, le téléphone a été chargé, voilà une drôle de situation de faire ensemble ailleurs. Dans le village, j'ai posé des questions, bien entendu, et j'ai appris que dans le village, il y avait l'usage de placer dans le cercueil un peigne de cheveux pour les femmes et pour les hommes un paquet de cigarettes. Pourquoi ils ont changé l'objet? La réponse n'est pas moins paradoxale. Le grand-père a répondu qu'elle n'a peur, pour qu'elle n'a pas peur de rester seule ailleurs, pour qu'elle reste tranquille et ne vienne pas nous réveiller la nuit. Autrement dit, le téléphone devrait rassurer même la défunte. Elle restera connectée avec le monde vivant. Ils vont penser à elle. Pas besoin de s'affoler, de s'agiter la nuit. Je passe à un deuxième exemple. Et hop, pardon, je reviens en arrière. Et au fond, là, en fait, c'est pas une histoire racontée, c'est une histoire dessinée. Cette deuxième histoire m'a été dessinée, comme je viens de vous dire, par une amie artiste qui fait mi-temps d'interprète pour une association qui travaille avec des hôpitaux. En arrivant dans la section de réanimation d'un hôpital parisien, elle a été conduite dans le salon d'un patient malade de Covid qui vient de se réveiller. La salle est remplie d'écrans, elle dit, comme à la bourse, m'explique-t-elle, et tous les écrans branchés au corps d'un patient. Le personnel médical lui explique que maintenant 40 jours, ils ont communiqué avec l'homme inconnu en coma, ramassé par les pompiers dans les rues de Paris, seulement par la médiation de ces machines. Que maintenant, il s'est réveillé, souhaite quitter son lit, plein de connecteurs, qu'il a commencé à parler et que personne ne comprend ce qu'il dit, qui sont en rupture de communication avec le patient, d'où la demande d'un interprète humain. Ce deuxième exemple me sert aussi d'introduire une autre pathologie de la hyperconnectivité, le symptôme du décalage. Donc, la promesse de télétechnologie, on a vu, est de nous sauver de notre solitude ailleurs, mais elle était aussi celle de la synchronisation, une promesse de synchronisation de nos communications. Coïncider des mondes d'existence éloignés. Donner accès simultanément à un présent aux gens géographiquement dispersés, mettre en concordance les images, les sons, automatiser la synchronisation des applications. Voilà, tout un programme. Pourtant, le décalage s'introduit comme un grain de sable dans la machine qui devrait abolir la distance et faciliter l'accès ailleurs simultanément. Qui n'a pas connu
les effets d'une fluctuation de haut débit. Peut-être vous, en ce moment même, d'une manque de couverture ou carrément d'une déconnexion lors des derniers mois de télétravail. L'explication technique est très simple. L'acheminement du signal n'est pas le même pour différents opérateurs et pays. Les opérateurs et les serveurs ne se trouvent pas au même endroit. Les voies de transmission et le traitement des images avant diffusion ne sont pas les mêmes, fibre optique ou satellite ou qui sais-je. Et puis ensuite, il y a l'acheminement de la régie finale jusqu'au poste du client, plus ou moins équipé, qui peut encore varier selon les opérateurs et le réseau. Au final, donc, ce n'est un décalage, mais toute une série de décalages. On parle là de petits décalages de quelques secondes, mais suffisamment pour séparer en deux expériences différentes se présent à distance, donc convoitées. Et là, je repasse, vraiment, je vous donne un exemple. C'est un extrait de plusieurs heures d'enregistrement, de communication Skype d'un couple qui se retrouvait sur Skype, bien qu'ils étaient à des milliers de kilomètres de distance. Lui, il s'appelait Yoro, il est venu faire des études de journalisme en France à Lille. Elle s'appelait Ange, c'est son épouse, et elle vivait dans leur maison à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et tous les soirs, ce couple se réunissait sur Skype. Ils passaient 2 heures ensemble et ils s'endormaient presque avec les ordinateurs dans les bras. Et ils nous ont laissé, moi et Isabelle Gross, artiste avec qui je travaillais plusieurs fois et tellement plein de talent. Et les enregistrer. Elle a produit une installation vidéo que vous pouvez trouver sur Internet. Elle s'appelle Ubiscreen. Mais là, je vais vous montrer qu'un passage très court, de 3 minutes, que j'ai extrait de 80 heures d'enregistrement du Skype à distance. Et je vous laisse à découvrir. On va commenter ça après. J'ai résolu le problème. C'est au salon? Yeah. Et il y a quoi le petit cri dans mon oreille? Vous n'avez pas servi vos fauteuils? Non. C'est toujours aussi bizarre. Attends, C'est la télé ou ton sac? Bon, votre vilaine télé. Et votre vilaine télé. Fais-moi un truc, je vois. Du salon, bien entendu. Oui. Bon, ok. Bon, là, tu as les fauteuils. Ouais, tu me montres le fauteuil, mais en réalité, sur l'écran, je te vois. Mais c'est pas grave. Il y a un décalage d'image, comme je t'ai dit. Bon, d'accord. Quand tu vois les fauteuils, tu me fais signe. D'accord. C'est bon? Attends, je t'ai dit. T'as tu fais signe. Attends, je vais presser. Bon. Pour l'instant, je vois le nu. C'est trop un gros plan. Il voit seulement les traces du fauteuil. Est-ce que tu peux me faire un plan de vue général? Je vais voir. Je vais voir ce qui a changé dans ce salon. Comment tu veux? Je sais pas. C'est bon. D'accord. Il faut que je me lève. Il faut que tu te lèves. Il y a quoi? Tu fais pipi? Ah. Tu fais en gros? Ouais, mais attends, je te dis si c'est ce que je vois. Il y a décalage d'oreille, décalage d'image, décalage de son, tout en décalage ici.
Tu voyais? Attends. Hein? Ouais, c'est bon, je vois. Ah ouais, je vois la petite table, je vois. Ils vont pas à la télévision? C'est beau. Ouais. C'est quelque chose. Et voilà. J'ai changé le tapis? Non? Ah. Même tapis. Il est un peu plus fort que je veux dire. Ça, je l'ai dit à ta belle-mère. Bon. Je continue là. Donc, je vous laissais vraiment subir en fait la même attente et le même retardement, la même souffrance que les protagonistes de cette séquence, puisque c'est ça qui fait le décalage. Il nous fait attendre, il réintroduit en fait la distance là où on pensait qu'elle est abolie. Mais ce qui me semble intéressant, c'est surtout la réflexion de Yoro qui dit décalage horaire, décalage d'image, décalage de son, tout en décalage ici. Alors, le point commun des thèmes de cette liste est celle du décalage. La liste associe donc un thème qui renvoie à une expérience générique, qui renvoie à la séparation spatiale et dont font continuellement l'expérience du membre d'une diaspora, le décalage horaire, et à des décalages techniques d'image et de son qui renvoient au dysfonctionnement conversationnel de la conversation en cours. Ce tour a une fonction métapragmatique qui vient renforcer le déictique ici, tout en décalage ici, en fin de tour, qui est de qualifier la conversation en cours comme difficile et d'associer les difficultés interactionnelles d'ordre technique à celles qui relèvent de la séparation dans une aliénation à laquelle la formulation extrême, tout est décalage ici, confère un caractère radical. C'est comme s'il ne pouvait y avoir des problèmes purement techniques avec la visioconférence. Toute difficulté de communication, quelle que soit son origine, est susceptible d'être rapportée, comme ici, à l'expérience relationnelle de la séparation, de l'exil, de l'aliénation qui accompagne la dispersion géographique des liens diasporiques. Un autre exemple, je l'ai piqué à Xavier Delaporte. Il date, il a évoqué dans un article une anomalie. Il a dénoncé une anomalie. L'article était écrit pendant la Coupe du monde de football. Il dit qu'il y a un problème. Selon qu'il regardait les matchs sur TF1 ou beIN Sport, il y avait un décalage de quelques secondes entre les images. TF1 était un peu en avance, d'où une expérience a priori désagréable. Vous regardez un match, les fenêtres ouvertes et dans un immeuble mal insonorisé, écrit Xavier Delaporte, et vos voisins crient pour fêter un but alors que sur votre écran, le joueur n'a pas encore déclenché sa frappe. Il conclut que la technologie singularise l'expérience d'être présente. Elle la singularise parce que dans sa volonté de nous rapprocher au peu plus près du présent, de ce qui se passe exactement en même temps, à l'autre bout du monde, elle ne rend que plus saillante ces petits décalages qui seraient passés inaperçus il y a quelques années. Mais elle la singularise aussi, surtout, et là ça devient intéressant, parce que l'idéologie de la libre concurrence, que les voies d'accès à l'image se sont multipliées au point que même notre présent est différent. Selon nos abonnements, nos box, notre présent n'est pas exactement le même. Maintenant, si je continue ma liste à la prévère de décalage,
il faut dire que les décalages ne sont pas seulement un fait technique d'accès, comme ça a été dans le premier cas que je vous ai montré, ou économique, dans celui que je viens d'évoquer grâce au billet de Xavier Delaporte, mais elles peuvent être aussi, par exemple, d'ordre du pratique amoureuse. Et là, je ne vais rien vous montrer, mais je vais vous faire écouter un extrait d'une petite entretien, un décalage que m'a fait cadeau Jean-Jacques Piaget. Écoute, je vais vous mettre quelques instants de cet entretien. Quand on recherche quelqu'un, quand on est sur un site de rencontre, on recherche en fonction d'un fantasme. Alors que dans la vie, on peut être séduit par quelqu'un qui répond absolument pas au fantasme. Mais sur une photo, tu sais, on zappe à gauche quand on jette, on zappe à droite quand on garde, mais on marche en fonction du fantasme et pas en fonction justement des phéromones, de ce petit quelque chose qui fait que jamais on aurait été, si on regarde la personne sur la photo ou qu'on lui parle, jamais on serait allé avec, et tout d'un coup on la rencontre, et là il y a quelque chose qui se passe. Donc il y a un vrai décalage entre toute cette transposition sur la toile et le réel. Mais bon, vous avez compris que le décalage est insinueux comme phénomène, provoque de la souffrance et parfois peut être aussi sublimé par l'art du décalage. Vous avez compris aussi que j'ai une collection de décalages et en clôture de mon intervention, je vais vous montrer un autre dessin que je préfère et je vais vous raconter le dernier arrivé dans ma collection. Alors là, je vais partager de nouveau l'écran. Partager l'écran et je vais aller à la prochaine. Oups, pourquoi ça ne marche pas? Voilà. On est là. Qu'est-ce que vous avez sur l'écran? Vous avez un beau dessin de Quinault, le dessinateur argentin, où l'on voit un vieux miroir qui retardait un peu l'image du vieux monsieur qui se regardait dans le miroir. Alors, ce dessin qui m'a été envoyé par François Héran, et je lui remercie à cette occasion, il figure à la page 71 du recueil de Quinault, des jeunes inventaires. Malheureusement, certainement, je ne prononce pas bien. Laissez-moi inventer en français, ou Laissez-moi créer, publié en 1983 à Barcelone par l'éditorial Humaine. La légende originale du dessin est Con los años que tiene, es lógico que atrase un poquitín, littéralement avec les années qu'il y a, il est logique qu'il retarde un petit peu le poquitin, c'est le little bit, le chouïa. Dans le français plus fluide, on pourrait dire vieux comme il est normal qu'il ait un petit peu de retard. Il a un petit peu de retard. Alors, sincèrement, j'aimerais bien aussi avoir mon miroir et j'aimerais bien, par exemple, je sais pas, voir je sais pas, ma vie d'avant 17 mai 2020. Maintenant, je pense que aussi j'ai une autre solution de la faire vivre et avec ce dernier décalage que je pense clôturer voilà, cette présentation. C'est un décalage expérimenté par Amandine Casadamon. Amandine est auteure et productrice radio connue pour ses programmes radiophoniques. Vous l'entendez souvent sur France Culture. Ces programmes vraiment radiophoniques sont souvent hors normes. Où la forme est dictée par le sujet. Elle n'hésite pas à mettre en danger
de se mettre en danger pour capter l'invisible et parler des sujets fondamentaux et vitaux, comme lors de ses voyages en zone interdite à Fukushima ou dans les déserts mexicains, en zone de narcotrafic. Et donc, je lui racontais un soir mes histoires de décalage et elle m'a délivré la sienne. Elle fait parfois des parcours sonores dans la ville et enregistre les sons. Elle revient sur ses pas plus tard, en écoutant dans le paysage d'une autre heure ce qu'elle a enregistré plus tôt. Voilà. Je me suis dit, et je vais clôturer avec ça, que cette performance de décalage me semble une bonne alternative à la survie en terrain urbain hostile, tel qu'on le vive un peu aujourd'hui. Et je m'arrête là et je vous propose, voilà, il y a presque une heure, ou pas vraiment, 45 minutes, et je vous propose de passer aux questions si l'on a. Merci beaucoup, Dana. Je reprends la parole pour la laisser aussitôt et voir te laisser voir ce qui nous arrive comme question. Pour l'instant, je n'en vois pas là-dessus. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce qu'il y a du monde, enfant? Oui, il y a du monde. Ça, il y a du monde, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de questions. Il ne faut pas inventer une, on peut s'arrêter là. Non, mais d'abord. Peut-être avant, j'aimerais bien, oui, si ceux qui nous écoutent, oui, j'aurais dû finir avec ça. Si vous avez des histoires de décalage, envoyez-le moi. Voilà. Je vous donne et je partage de nouveau mon écran, peut-être pour donner. Hop. Bon, j'avais sur la page suivante, mais elle ne veut pas. OK. Arrêtez le partage. Bon, vous trouvez mon adresse sur le site de l'école, le mail. Et donc, si vous avez des histoires, ou vous pouvez me trouver sur Twitter, sur LinkedIn, sur les réseaux, envoyez-moi vos histoires si ça vous dit. Alors, moi, en attendant, j'ai quand même posé une question idiote, mais vraiment idiote, mais sérieuse en même temps. Bon, là, tu fais appel, en fait, tu fais une collection de décalages. Oui. D'une certaine manière. Oui. Et ma question bête, c'est qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire de ta collection? C'est-à-dire, est-ce que tu as juste l'idée d'avoir une multiplicité d'exemples, ou bien est juste une multiplicité d'exemples, ou bien est-ce que tu as l'idée d'en faire autre chose? Bah, oui, j'ai une idée, bien entendu. Ce n'est pas une collection pour une collection, c'est une collection pour illustrer, bien entendu, un syndrome d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément que d'aujourd'hui et qui n'est pas forcément lié à la technologie de la présence à distance. Mais à travers, comme on le fait tous en sociologie, à travers un certain corpus, on peut tirer des conclusions, on peut analyser, on peut définir, on peut voilà, comprendre d'une part scientifique, mais aussi, je pense que le décalage, c'est un fait très poétique. C'est une souffrance cachée, souvent, qui s'insinue comme ça, dans beaucoup d'instances d'interaction dans nos vies. Parfois, c'est un décalage des années, parfois d'un instant, d'une seconde. Et je m'intéresse à la nature, en fait, du décalage par rapport à notre illusion d'un temps universel et en général à toute réflexion sur le présent, sur le ici et maintenant, bien entendu. Et sur la simultanéité comme une utopie d'une vie heureuse. Ce qui fait que, dans le fond, tu associes assez fortement, enfin, moi je le comprends comme ça en tout cas, tu associes à la fois, je dirais,
une utilisation scientifique presque classique et un usage plus artistique, d'une certaine manière, plus poétique ou plus quelque chose comme ça. Ouais, presque tous les objets scientifiques que j'ai créés, ils ont une suite artistique à la fin. On l'appelle ça dans la chaîne scientifique la valorisation. Mais, Oui, mais, d'accord. mais au fond, même pour l'Atlas des diasporas online, à la fin, je travaillais avec une designer et on a sorti un objet, certes augmenté, certes scientifique, mais qui avait aussi une autre vie autrement, disons un peu plus dans les arts plastiques. Et puis, en général, j'essaye, oui, parce que il y a des choses qui peuvent s'exprimer par l'analyse, par les mots, je sais pas, par le manifeste épistémologique, et puis il y a des choses qui peuvent communiquer autrement. Je pense que les images que je présentais aujourd'hui communiquent peut-être mieux que mes mots. Ok. Tu as une question là, si tu regardes sur le chat. Les décalages existaient bien sans ce type de communication, absolument. Avec les lettres, par exemple, le message pouvait arriver alors que celui qui l'a rédigé était mort. Ah oui, oui, ça me plaît ce décalage. Oui, absolument. Et vous savez qu'aujourd'hui, peut-être vous avez vu aussi une des séries de Black Mirror où il y a deux personnages, un couple, l'époux mort et l'épouse, en fait, commence à vivre avec lui grâce à un logiciel qui fouille dans toutes les traces numériques qu'il a laissées et qui reconstitue sa personnalité et interagit sous différentes formes médiées par téléphone, Internet, je ne sais pas quel objet connecté, avec l'épouse. Et d'ailleurs, il y a aussi, je ne sais pas si c'est une parodie ou ça existe en réalité, mais en Silicon Valley, on parlait d'une application LifeOn qui proposait en fait de tweeter après sa mort. Puisqu'elle faisait appel à un logiciel qui étudiait tes goûts, tes réactions, et puis par machine learning, elle pouvait reproduire un peu un morceau de toi comme ça. Et en effet, ce phénomène de recevoir des choses après la mort, voilà, c'est vraiment la nature du décalage qui se manifeste là dans ce que m'a écrit la personne qui a témoigné en fait de cette situation. Et je sais pas, il y a beaucoup de décalages comme ça, bien entendu. Par exemple, moi, je me suis retrouvée à un moment donné dans des archives. Voilà, j'ai trouvé des mots d'amour de ma grand-mère dans les archives de l'ancienne Securitate qui sont maintenant ouvertes en Roumanie. Et ça, c'était très troublant. Ouais, Oui, ouais. oui. Il y a de l'émotion dans le décalage. Ah oui, bien sûr. Dis-moi si tu regardes alors Q et R, question-réponse. Oui. Donc, une des questions, comment vous procédez? Vous lisez les questions ou je lis la question ou comment? Donc, Oui, tu lis la question, Lise oui. Gaillard dit que vous parlez de la notion de décalage comme souffrance sociale, mais avez-vous aussi perçu dans ce décalage la notion d'humour? En y réfléchissant, cette notion de décalage pourrait-elle aussi être l'entrevue comme les nouveaux objets de sourire dans ce monde hypermoderne? Mais vous avez tout à fait raison. Je pense que le dessin que je montais à la fin, le dessinateur argentin qui montre la personne en fait se regardant dans la fenêtre et qu'il se voit un instant plus jeune, c'est un bon exemple de cas d'humour dans le décalage. Mais aujourd'hui, il en a aussi. Je pense que mais si vous trouvez, envoyez-moi, bien entendu, il n'y a pas seulement de la souffrance, oui. Anne Barrère. Il y a un livre de Daniele Martuccelli en 1998 qui s'appelle Décalage, mais il parle de décalage entre action et représentation. En effet, absolument. J'aurais dû parler de Daniele Martuccelli.
Et puis, je prends les questions qui sont de l'autre côté. Carole Pourchaise nous dit en quoi le vécu de nos décalages pourrait devenir une base pour nos choix de mode de vie. Peut-on les choisir, les subir, les transformer de façon inattendue? Moi, je pense qu'elles se sont installées pour une longue durée dans nos vies et qu'on fait avec. On fait avec tous les jours. Et je pense que c'est tellement ordinaire aujourd'hui d'être voilà, sujet d'un décalage. Voilà un peu ma réponse. Je ne pense pas qu'on va échapper vite le décalage. Au fond, plus en fait, on est plus cette, disons, infrastructure digitale sur laquelle on navigue aujourd'hui, qui est cette peau digitale qui enveloppe l'environnement géographique, physique, réel de nos vies, de notre planète, en fait, plus la chose se complexifie et on a des décalages plus nombreux et des natures différentes, comme je viens de vous évoquer. Il y a plein d'exemples, en fait. Alors, toujours dans le même chat, tu as Georges Amar. Ah, bonjour, Georges. Et qui te fait une proposition. Le décalage entre les mots et leur sens est une puissance du langage. Ouais. Résistance poétique au calage. J'ai quelques exemples pour toi. Wow, super. Très bien. Elle a raison qu'il y a un décalage entre les mots et les images, bien entendu. Et il y a en tout cas un décalage essentiel entre réalité et ce qu'on rêve aussi. Ok. Donc, ça présente. Ok. Et un spectateur anonyme qui nous dit, à force d'être décalé numériquement, ne finit-on pas par être décalé réellement? Bah, je pense que en fait, le numérique ne fait que ajoute bien entendu les décalages qui sont dus à la technologie, mais ne fait que, comme vous avez vu dans l'exemple que je vous ai montré sur le couple Yoro et Ange, au fond, ça n'accentue que, ne fait que accentuer donc le décalage qui existe déjà. D'accord. Alors, a-t-on d'autres questions encore? Du côté des panélistes, il n'y a rien. Ils sont bien silencieux, les panélistes. Ça va déjà. Il y a plus de questions. Je pensais que... Autre question? Oui. Je crois qu'on n'a pas d'autres questions et donc qu'on va pouvoir te remercier. Oui, merci beaucoup. Remercier les auditeurs aussi, bien qu'on ne les voit pas, et terminer cette séquence donc, de 6 conférences. Je m'étais oublié, j'avais fait la première, j'ai pensé aux 5 autres, mais des 6 conférences, des entretiens François Hacher. Merci à tous. On espère que ce qu'on a essayé de faire vous a parlé, que ça vous a amené à réfléchir dans différentes directions qui étaient celles de la pensée de François Hacher. Et encore une fois, merci Dana d'avoir fait cette conférence. Et au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.